Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je crois que j'avais appelé ça de présentation d'investigateur. La troisième. Aujourd'hui, on va voir l'investigateur alternatif Silas Marsh, qui était vendu donc avec le livre que je retrouve. Je perds toujours la ligne, le livre. The Deep Gate. Ouais. The Deep Gate. Donc pour rappel, Silas Marsh, 2 de volonté, 2 d'intelligence, 4 de force, 4 d'agilité, 9 points de vie, 5 points de santé mentale, trait vagabond, réaction après avoir révélé un pion KO lors d'un test de compétences que vous effectuez, renvoyez dans votre main une compétence que vous avez attribuée à ce test, limite d'une fois par round. Signe des anciens plus 0, vous avez le droit d'attribuer à ce test une compétence de votre pile de défausse. Après la fin de ce test, renvoyez cette compétence dans votre main au lieu de la défausser. Carte survivante de niveau 0 à 5, carte neutre de niveau 0 à 5, carte compétence innée de niveau 0 à 2. Et donc ces cartes alternatives, la carte signature, Nautical Prowess, une compétence avec un icône de volonté, un icône d'intelligence, un icône libre, trait inné et développé. Développé. Oui, c'est bien ça, développé. Donc carte remplacement. Si un pion du chaos avec un modificateur négatif est révélé lors de ce test, soit vous piochez une carte, soit cette compétence gagne 2 icônes libres. Comme je le disais dans une de mes vidéos précédentes, cette carte-là, un icône plus 1, un icône plus 1, ça vous fait l'effet... Enfin, c'est comme si vous aviez un courage inattendu, mais pour la volonté et l'intelligence. Si vous piochez un pion avec un modificateur négatif, vous pouvez rajouter plus 2, donc vous montez à 4, comme si vous aviez fait vos prières ou recherche désespérée, sans la condition d'avoir 3 points de santé mentale ou moins, restant. Donc c'est un gros boost. Alors piocher une carte, ça fait piocher une carte, il n'y a pas grand chose à en dire. Du coup, on a une carte compétence qui a un gros boost quand on en a besoin. Imaginons que je joue Silas. J'enquête dans un lieu qui a 3 de valeur occulte, je suis à 2, j'attribue cette carte-là, j'ai mon plus 2, donc je suis à 4 contre 3. Si je pioche un 0, un plus 1, ou le signe des anciens, j'ai réussi mon test. Si je pioche un pion négatif, j'ai 2 icônes de plus, donc 2 de base, plus les 2 icônes imprimées, plus les 2 bonus, ça fait 6. Je suis à 6 contre 3, je réussis sur le moins 1, je réussis sur le moins 2, je réussis sur le moins 3, et il n'y a que sur le moins 4 que j'échoue. Bon, mais en standard par exemple, encore une fois, ça vous fait, dans cette situation-là, ça vous fait réussir jusqu'à un pion de moins 3. Donc vous n'échouez que sur le moins 4 ou l'échec automatique, et sachant que vous jouez Silas Marsh, si vous l'avez attribué pour rien, vous la renvoyez dans votre main. Voilà. Et je suis en train de me poser une question. Je vérifie le timing après avoir révélé. Donc en fait, si vous piochez le moins 4 et que vous voyez que vous allez échouer, ouais, c'est marqué là. Voilà, c'est ce que je cherchais. Le si est résolu avant le après. Donc vous piochez un moins 4, vous savez que vous allez échouer, vous dites je choisis de piocher une carte, puis j'utilise l'effet de Silas, je la renvoie dans ma main. Donc vous avez récupéré votre compétence, elle n'est pas perdue, et en plus vous avez pioché une carte. Et maintenant, vous pouvez la réattribuer. Et enfin, dernier truc à mentionner, le trait inné.
Véritable survivant. Voilà, vous jouez véritable survivant, vous renvoyez 3 compétences innées dans votre main, notamment la prouesse nautique. Ce qui fait que cette carte-là, vous allez pouvoir la jouer à plusieurs reprises pendant la partie pour vous éviter, soit pour vous éviter les faiblesses qui vous font tester votre volonté, soit pour réussir quelques enquêtes. Voilà, pas grand chose de plus à dire dessus. La faiblesse, Dreams of the Deep. Donc, rêve de l'abysse. Il me semble qu'il y a je vais vérifier la compétence de... la faiblesse d'Amanda. Ah non, ça doit être profondeur dans le nom. Alors, conspiration d'Innsmouth. Amanda Sharp. Murmure des profondeurs. Et en anglais, Whispers from the Deep. Ouais, le nom est similaire. Donc bref, une compétence qui a 2 icônes libres. C'est une malédiction. Les icônes de cette compétence se soustraient au lieu de s'ajouter à la valeur de compétence. Si le test est raté, on retourne cette compétence dans sa main. Et si c'est dans la main à la fin du tour, on la révèle et on prend 2 dégâts. Alors donc, le problème, vous ne voulez pas la garder en main parce que sinon vous prenez 2 dégâts à la fin de chaque tour. Donc vous voulez l'attribuer au test. Mais si vous échouez au test, ça vous retourne en main. Donc vous l'attribuez un test, ça vous donne un -2 et vous voulez réussir ce test malgré le -2. Une solution, c'est de baisser la difficulté. Vous baissez la difficulté du test et le -2 est moins gênant. Et si vous arrivez à une difficulté de 0, votre test est réussi à partir du moment où vous n'avez pas l'échec automatique. Donc, ça rend les tests plus difficiles. On va voir comment jouer avec la difficulté. La compétence se montre à la hauteur de niveau 3. 2 icônes libres. Vous ne pouvez l'attribuer que si la difficulté du test est supérieure à la valeur de compétence de base. Et vous avez plus X icônes, X étant la différence entre la compétence de base et la difficulté du test jusqu'à un maximum de 3 icônes. Donc mettons, vous êtes dans un lieu qui a une valeur occulte de 4, vous avez 2 d'intelligence de base, vous attribuez cette carte et Dreams of the Deep, plus 2, les -2 de votre faiblesse, mais comme vous êtes à 2 au-dessous de la difficulté, plus 2 icônes rajoutées, donc vous êtes quand même 2 au-dessus, pardon pour les chuintements, vous êtes à 2 au-dessus de la difficulté du test, en standard, ça vous donne quand même de bonnes chances. Envers et contre tout, rapide à jouer quand vous effectuez un test de compétence dont la difficulté est supérieure à votre valeur de compétence de base, révélez X pions chaos supplémentaires pour ce test, choisissez-en un à résoudre et ignorez les autres, X est la différence entre la difficulté de ce test et votre valeur de compétence de base. Donc voilà, vous piochez plein de pions et vous allez en sélectionner un qui vous fait réussir. Alors le problème, c'est qu'il faut que la difficulté soit supérieure à la valeur de compétence de base, et vous avez votre faiblesse qui vous met un -2. Donc ça veut dire qu'il faudra attribuer d'autres compétences. Peut-être éventuellement celle-là. On reprend le même exemple qu'avant, vous êtes à 2 au-dessous de la difficulté, votre faiblesse c'est cette carte-là, les icônes s'annulent, vous avez 2 icônes bonus, donc vous étiez à -2. J'ai peut-être dit une bêtise tout à l'heure. Non, oui, j'ai dit une bêtise tout à l'heure. Bon, je reprends, il faudra que je coupe. Enfin non, je couperai pas, mais bon, j'explique là. Oui, tout à l'heure je disais vous étiez à 2 en dessous, les 2 s'annulent, donc les 2 là, ça vous menait à la difficulté du test, et il aurait fallu rajouter des icônes en plus. Là, si vous combinez les deux, ça vous fait quand même 2 cartes pour contrer votre faiblesse, vous êtes à 2 en dessous,
vous avez un +2, un -2 de votre faiblesse, un autre +2, donc vous êtes à la difficulté du test. Par exemple, vous êtes à 4 contre 4, mais comme vous étiez parti de 2 en dessous, vous piochez 2 supplémentaires. Donc vous piochez 3 pions, et parmi ces 3 pions, il faut que vous ayez 0 au mieux. Voilà. Et puis, l'idéal, c'est quand même de baisser la difficulté, parce que... comment dire ? L'idéal, c'est quand même de baisser la difficulté du test, et en sachant que si vous amenez la difficulté du test à 0, seul l'échec automatique vous fait rater votre test. Donc la lampe torche, vous enquêtez dans un lieu qui a maintenant -2 de valeur occulte. Même chose pour le vieux porte-clés. Et ben voilà, vous êtes dans un lieu qui a une valeur occulte de 2, vous enquêtez avec un de ces 2 soutiens, vous dites la difficulté du test est de 0, j'attribue ma faiblesse, je ne pioche pas l'échec automatique, j'ai réussi mon test, et ben voilà. La compétence était attribuée, maintenant elle est dans la défausse, et le problème est réglé. Et autre possibilité, comme Silas marche, à moins de jouer en solo, vous allez plutôt le spécialiser en combat. Si vous avez un ennemi vraiment faible, typiquement la nuée de rat, valeur de combat de 1, arme improvisée, l'ennemi a -1 de combat. Donc maintenant la difficulté du combat contre les rats est de 0. Vous piochez pas l'échec automatique, vous réussissez votre attaque. Et voilà. Et quand je dis si vous ramenez la difficulté à 0, vous réussissez, sauf sur l'échec automatique, ça veut dire que c'est quand même la solution idéale même pour de l'expert. Il y a le -8, vous êtes mettons à 2 contre 0, vous piochez le -8, vous avez quand même réussi. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur la faiblesse, ça vous rend votre test plus difficile, si vous pouvez vous baisser la difficulté le plus bas en espérant atteindre le 0, sinon vous boostez, tout simplement. Vous mettez plein de compétences pour compenser le -2 et pour aller au-delà, pour être à +2 en standard, +3 en difficile, +4 en expert. Et si vraiment vous voulez pas vous rater, que vous voulez pas avoir mis les autres compétences pour rien, vous mettez à +4 en standard, +6 en difficile et +8 en expert. Voilà. On va voir les cartes signatures, la carte signature et la faiblesse les cartes signatures et la faiblesse de la boîte La Conspiration d'Innsmouth. Première carte, c'est le Harpon du Changement. Un soutien qui coûte 3, qui occupe un emplacement de main, trait objet, arme et corps à corps. Action combattre, vous gagnez plus en force pour cette attaque. Si vous avez attribué au moins une compétence à ce test, cette attaque inflige plus un dégât. Quand ce test se termine, vous avez le droit de renvoyer dans votre main le Harpon du Changement pour renvoyer dans votre main toutes vos compétences attribuées au lieu de les défausser. Donc c'est une arme qui vous donne un +1 en force. Ok, ça occupe qu'un emplacement de main, il n'y a pas de munitions. Ok, très bien. Par contre, si vous voulez faire 2 dégâts en une attaque, ce qu'on veut toujours faire, une arme qui inflige les dégâts 1 par 1, c'est faible. Mais 2 par 2, c'est assez standard. Donc il faudra attribuer des cartes compétences. On rappelle que Silas il a accès... Donc voilà, les cartes auxquelles Silas a accès, qui en l'occurrence sont des compétences. Il y en a un bon paquet. Pour le combat, on peut mentionner Audace, vous donnez un +3. Et après la fin du test, vous piochez une carte, que vous ayez raté ou pas. Raté ou réussi. Pas sans combattre, vous l'attribuez si vous êtes engagé avec un ennemi, et dans ce cas-là, vous avez l'icône imprimée plus l'icône supplémentaire par ennemi, donc ça vous donne un +2 en force. Maîtrise, tout simplement, +2 si vous réussissez, vous piochez une carte. Opportuniste, alors là j'ai mis la version niveau 2. Un icône libre,
Non, pardon, je reprends, il faudra que je coupe. Donc, quand vous attaquez, il faut attribuer au moins une carte compétence pour avoir votre plus 1 dégâts. Mais dans un deck Silas Marsh, moi tel que je le joue, j'ai... je sais pas, je dirais à la louche, entre 15 et 20 compétences, je dirais, voilà. Donc j'ai toujours des compétences à attribuer. Et, à la fin du test de compétences, vous pouvez renvoyer dans votre main le harpon pour récupérer en main toutes les cartes compétences attribuées, au lieu de les défausser, que le test ait été réussi ou pas. C'est-à-dire que vous allez pouvoir réattribuer toutes ces cartes compétences. On pense à Audace, qui vous donnera un +3 pour combattre ou pour échapper à un ennemi, et qui vous fera piocher une carte que le test soit réussi ou pas. Passe en combattre, +2 en force ou +2 en agilité si vous êtes engagé avec un ennemi, +3 si vous êtes engagé avec 2 ennemis, etc., etc. Maîtrise, tout simplement. Opportuniste, voilà, vous attribuez, alors idéalement opportuniste on attribue les 2 exemplaires d'un coup. Si vous attribuez les 2 exemplaires, ça vous donne un +2, et si vous réussissez de 2 ou plus, vous renvoyez les 2 copies en main, et donc tant que vous n'échouez pas, tant que vous n'avez pas un échec ou une réussite de 0 ou de 1, vous donnez un +2 à chaque fois. C'est ce qui fait tourner la réussite par 2 ou plus. Et toujours dans cette idée de réussite par 2 ou plus, présence d'esprit, seulement un +1, mais si vous réussissez de 2 ou plus, vous pouvez immédiatement effectuer une action, comme si c'était votre tour. Donc voilà, toutes ces compétences-là sont très bien pour le combat, et à un moment donné, vous pouvez vous dire, je remonte le harpon dans ma main, je remonte les compétences attribuées. Par exemple, si vous avez attribué Audace et Maîtrise et que vous avez réussi votre attaque, vous avez pioché 2 cartes, et vous remontez dans votre main ces 2 compétences qui pourront vous permettre de repiocher 2 cartes plus tard. Par contre, le harpon, on le renvoie en main, et donc on l'a plus en jeu, mais voilà, Présence d'esprit vous fournit une action et vous allez pouvoir utiliser cette action pour rejouer le harpon. Le filet, un soutien qui coûte 2, qui occupe un emplacement de main, trait, objet et outil. Tiens, outil, j'avais jamais fait attention. Action échapper à, vous gagnez +1 en agilité pour cette tentative d'évasion. En cas de réussite, si vous avez attribué au moins une compétence à ce test, vous avez le droit d'échapper automatiquement à un autre ennemi engagé avec vous. Quand ce test se termine, vous avez le droit de renvoyer dans votre main le filet de Silas pour renvoyer dans votre main toutes vos compétences attribuées au lieu de les défausser. Donc on voit un certain parallèle avec le harpon. Donc Silas a une carte signature de combat, une carte signature d'évasion. Alors moi je cache pas que le filet je l'utilise peu. Pourquoi ? Parce que +1 pour s'échapper, ok, mais l'effet bonus c'est quand on est... ça permet d'échapper automatiquement à un autre ennemi engagé avec vous, même pas un autre ennemi dans le lieu, donc ça n'est utile que lorsque Silas est engagé avec plusieurs ennemis d'un coup. En duo, c'est pas très courant. Alors en trio, voire même en quatuor, peut-être, il faut quand même être engagé avec tous, donc je suis pas trop fan. Surtout que moi, quand je joue Silas Marsh, typiquement, dans une main, il a son harpon, pour faire les 2 premiers dégâts, et comme arme pour finir son ennemi, il a le couperet. Voilà le couperet qui vous donne +1 en force, +2 si vous avez 3 de santé mentale ou moins. Si vous vainquez votre ennemi avec cette attaque, donc si vous finissez votre ennemi avec ça, vous vous soignez d'une horreur. Et vous pouvez vous infliger une horreur pour que l'attaque fasse 2 dégâts. Donc l'idée, moi tel que je joue Silas, c'est
il fait une première attaque avec le harpon en attribuant une compétence. S'il réussit, il fait 2 dégâts. Et deuxième attaque avec le coup près. Si l'ennemi n'a plus qu'un point de vie, il s'inflige pas d'horreur. L'ennemi a encore 2 points de vie, il s'inflige une horreur. Et si l'ennemi est achevé, il se soigne de son horreur. Sachant qu'il peut jouer Peter Sylvestre pour encaisser les horreurs infligées par le coup près. Voilà. Alors, la faiblesse. Chant des sirènes, une malédiction, révélation mettez en jeu le chant des sirènes dans votre zone de menace. En tant que coût supplémentaire pour attribuer une ou plusieurs cartes à un test de compétence, vous devez payer une ressource pour chaque icône de compétence correspondant à ce test présent sur ces cartes. 2 actions, défausser le chant des sirènes. Alors déjà, je note un truc auquel j'avais jamais fait attention jusqu'à présent, parce que le cas était peu présent. En tant que coût supplémentaire pour attribuer une ou plusieurs cartes, blablabla, une ressource pour chaque icône présent sur ces cartes. Non, j'ai rien dit. Oui, donc déjà les icônes présents, il n'y a pas marqué imprimé. Donc si un effet, cette carte gagne tant d'icônes, ça marche aussi. Donc on a une faiblesse qui vous fait dépenser des ressources si vous voulez vous ajouter beaucoup d'icônes de compétences. Et si l'as marche, joue beaucoup sur les compétences. Donc si l'as qui à la base va se jouer, tel que moi je le joue en tout cas, si l'as que je joue avec peu de soutien, peu d'événements et beaucoup de compétences, donc généralement j'ai besoin de peu de ressources, et si je pioche sa faiblesse, maintenant il va falloir que je dépense beaucoup de ressources pour pouvoir continuer à attribuer des compétences. Et si je veux me débarrasser de cette faiblesse, 2 actions. Alors déjà, il faut dépenser 2 actions, puis deuxièmement, ça peut tomber au mauvais moment. Je pioche ça, phase du mythe suivante, je suis engagé avec un ennemi. Si je veux me débarrasser de ça, je paie 2 actions, je me prends une attaque d'opportunité, et il me reste plus qu'une action pour vaincre mon ennemi. Donc soit pendant le combat je dépenserai beaucoup de ressources, soit j'attribuerai aucune carte compétence, mais ça veut dire par exemple que mon harpon fera les dégâts un par un. Donc il faut quand même prévoir des ressources à dépenser le temps qu'on laisse cette carte en jeu. Mais, un truc très bien chez Survivant, partir perdant. Quand vous initiez un test de compétence, inclinez partir perdant, augmentez de 2 la difficulté du test, gagnez 2 ressources ou piochez une carte. Donc là on va choisir de gagner les ressources. On attribue garder courage. Voilà, on peut l'attribuer à n'importe quel test. Si on échoue au test, on pioche 2 cartes et on gagne 2 ressources. Donc la combinaison des deux, ça peut faire gagner 4 ressources et piocher 2 cartes, mais il faut accepter d'augmenter la difficulté du test de 2. Donc à un moment donné où on est certain qu'on ne réussira pas un test, ou alors ça ne gêne pas de rater un test, on augmente sa difficulté, 4 ressources. Si on peut... Alors partir perdant, oui, garder courage, il faudra voir si on en a en main. Si on peut, on le fait à chaque round, et à chaque round, on gagne 2 ressources, de temps en temps 4, et on accumule les ressources pour le moment où on piochera Chant de Sirène. Voilà. Donc, je l'avais annoncé dans la vidéo précédente, encore une fois, je préfère les cartes de la boîte. Alors, je sais que plein de gens, je pense notamment à Merlin, Indiana Jokes, ils préfèrent Prouesse nautique et Rêve des profondeurs, Rêve de l'abysse plutôt, je crois que c'est en français. Alors je me souviens plus quel est son raisonnement, mais bon, c'est voilà, une très bonne carte de compétence pour Silas, c'est vrai. Moi, je préfère les cartes de la boîte parce que je trouve que le harpon dans un deck Silas marche, c'est une très bonne arme. Vous avez un +1.
vous attribuez une compétence, vous débrouillez, donc vous avez en fait un +2, +3 ou +5 en force pour votre attaque. Vous faites 2 dégâts, en cas de réussite bien sûr. Vous avez tous les bonus de vos compétences et surtout vous pouvez comboter en renvoyant dans votre main. Encore une fois, vous attribuez audace, vous attribuez maîtrise, vous attribuez présence d'esprit. Vous réussissez votre test, ça fait 2 dégâts, ça fait piocher 2 cartes, ça fait gagner une action, vous remontez tout ça dans votre main. Avec l'action gagnée, alors certes, faut dépenser 3 ressources, rejouer le harpon. Alors, à noter, tiens j'y pense maintenant, ça le trait arme. Dans la dernière boîte, je vais voir s'il y a accès. J'ai la gorge irritée ce soir. Dans la dernière boîte, la carte triclassée, que je la retrouve, cogneur, armure, arme à feu au corps à corps, objet arme corps à corps, le filet, c'est un objet, un outil, mais voilà, ça vous avez 2 ressources à chaque round pour rejouer votre harpon, ou 2 ressources pour vous donner des bonus quand vous attaquez avec votre harpon. Donc dans l'hypothèse quand même assez improbable où vous remonteriez dans votre main le harpon à chaque round avec présence d'esprit, donc je reformule, chaque round vous attaquez avec le harpon en attribuant présence d'esprit, puis en cas de réussite bien sûr vous remontez le harpon et présence d'esprit, vous avez une action, vous rejouez le harpon, une fois que l'ennemi est vaincu pour éviter les attaques d'opportunité, bien sûr. L'action pour jouer le harpon, c'est celle fournie par présence d'esprit. Les 3 ressources, une c'est la ressource de votre dernière phase d'entretien. Les 2 autres, ce sont les 2 sur cogneur. Voilà. Donc le harpon, il est génial pour les combos. J'attribue des compétences, j'en tire leurs avantages, je remonte le harpon, je récupère mes cartes. Les ressources, je m'en soucie pas grâce à partir perdant et garder courage. Voilà. Le filet, je suis pas fan, mais à 3 ou 4 investigateurs, ou alors si on a une stratégie d'évasion, ça peut être bien. Et la faiblesse, si on a pu accumuler des ressources, ce n'est pas trop un problème, à moins qu'on se retrouve à un moment où vraiment les ennemis n'en finissent plus et on veut pas se prendre d'attaque d'opportunité. Dans ce cas-là, ça peut très vite vider votre stock de ressources. Donc voilà, je préfère les cartes signatures de la boîte. Et un dernier petit truc, alors la prochaine campagne, The Scarlet Keys, voilà, en français, je sais pas, les clés écarlates. Il y a des cartes qui ont été révélées, et notamment la nouvelle meilleure compétence pour Silas Marsh. Alors il peut la mettre dans son deck parce qu'elle a le trait inné. Ah, j'ai la gorge super irritée. Donc voilà, il peut la mettre dans son deck parce qu'elle a le trait inné. Cette compétence peut être attribuée à n'importe quel type de test, on peut en attribuer qu'un exemplaire par test. Tant que c'est attribué à un test, on va doubler les icônes de compétences sur chaque autre carte attribuée à ce test. C'est génial. Moi, encore une fois, quand je joue Silas Marsh, souvent, j'attribue plusieurs cartes de compétences à chaque test. Notamment, je l'ai mentionné plus tôt, opportuniste de niveau 2, j'essaie de les attribuer par 2, mais même si on n'en attribue qu'une, et maintenant elle a 2 icônes libres. Cette carte-là a 2 icônes libres et elle vous demande de réussir de 2 pour la reprendre en main. Donc si sans opportuniste et helping hand, le test était réussi, en attribuant les 2,
eh ben, alors certes, vous défaussez Helping Hand, mais vous récupérez en main Opportuniste. Si vous attribuez les deux, chacune a 2 icônes, donc vous donnez un +4. Si vous attribuez Maîtrise a un +4. Et donc, grâce à cette carte-là, même en expert, vous pourrez continuer à espérer la réussite avec une marge de 2 pour présence d'esprit. Rappel que si vous ratez, vous pouvez si vous attribuez Helping Hand et Opportuniste, peu importe qu'il y en ait 1 ou 2 exemplaires, vous piochez le pion, vous vous rendez compte que vous n'aviez pas besoin de Helping Hand, vous le remontez dans votre main pour pouvoir l'attribuer plus tard. Et si vous l'utilisez et que ça part dans votre défausse, ça le triné, vous pouvez le récupérer en main avec Véritable Survivant. Donc vous avez une future carte compétence. Vous attribuez ça plus 2 copies d'opportuniste plus 1 copie de maîtrise lors d'une attaque faite avec le harpon, donc 4 de base, 5 avec le harpon, opportuniste plus 2, autre opportuniste plus 2, on a 9, maîtrise plus 4, on est à 13, on pioche le -8, si on joue en expert, on est quand même à une valeur de compétence modifiée de 5. Donc on attaque, si l'ennemi a une valeur de combat de 5 ou moins, on a quand même réussi son test. Helping Hand part à la défausse, Maîtrise part à la défausse, ça nous a permis de piocher une carte, les 2 copies d'opportunistes reviennent en main. Je rectifie. Si l'ennemi avait une valeur de combat de 3 ou moins, on a réussi de 2, et les 2 copies d'opportunistes reviennent en main. Si on n'a pas réussi de 2, on peut, si on a réussi de 0 ou de 1, on va remonter le harpon dans sa main, on remonte les compétences en main. À la fin du test, on applique quand même leurs effets, notamment la pioche de la carte avec maîtrise, et on va rejouer le harpon et pouvoir, à l'attaque prochaine, avoir une valeur de compétence de 13. Donc vraiment, cette carte-là est géniale. Alors il faudra faire la place dans un deck si la marche. Bon voilà, 35 minutes avant que je coupe tous les passages où je me racle la gorge et où je bois. Silas marche au passage, un survivant que j'aime beaucoup, je suis pas trop fan des survivants, mais lui je l'aime beaucoup. En standard ou en expert. Voilà. Il est bien notamment pour la civilisation oubliée. Bonne valeur de force, donc les ennemis à tuer, il les tuera, et quand il vaut mieux ne pas achever un ennemi, il part quand même avec 4 d'agilité. Moi je le joue avec Peter Sylvestre, donc il a 5 pour sa tentative d'évasion. Et où est-ce que j'ai ça ? Quand on regarde les compétences auxquelles il a accès, non c'est pas là. Voilà, c'est là. Quand on regarde les compétences auxquelles il a accès, beaucoup d'icônes libres, plusieurs qui ont des icônes d'agilité, mais quand même beaucoup qui ont des icônes libres, notamment en truand. Donc c'est assez facile de le faire à la fois bon en combat et bon en évasion. Voilà. Alors, prochaine vidéo, Caroline Fern. Et ce coup-ci, je vous laisse la surprise de savoir quel lot de cartes je préfère. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires quel set de cartes vous préférez.
Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.